Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 18 mai. L'horloge tourne, l'impasse diplomatique s'éternise entre Téhéran et Washington, l'Iran ayant répondu à une nouvelle proposition américaine visant à mettre fin durablement à la guerre au lendemain de nouvelles menaces proférées par Donald Trump. Cinq semaines après l'entrée en vigueur du fragile cessez-le-feu, la tension entre Washington et Téhéran ne semble pas retomber. La rue iranienne s'exclame haut et fort, rejetant les menaces américaines. L'agression de l'entité sioniste contre le Liban se poursuit. Un bombardement israélien à Baalabek coûte la vie à Wael Abdelhalim, commandant du djihad islamique, et sa fille de 17 ans. L'agression génocidaire contre la bande de Gaza n'empêche pas les Palestiniens de célébrer leur mariage en bonne et due forme. Nous nous intéressons dans ce journal à la confection artisanale de robes de mariés par les Gazaouis. Et à la veille de la visite officielle du président russe Vladimir Poutine en Chine, le Kremlin fait part de ses grandes attentes afin de renforcer la coopération stratégique entre les deux pays alliés. Bonsoir à tous. L'Iran a répondu à une nouvelle proposition des États-Unis visant à sortir de l'impasse diplomatique et à mettre fin durablement à la guerre. C'est ce qu'a indiqué ce lundi son ministère des Affaires étrangères, précisant que les échanges se poursuivaient avec Washington via le médiateur pakistanais. L'Iran se dit cependant pleinement prêt à toute éventualité au lendemain de nouvelles menaces de Donald Trump. Tout en surveillant la situation et en nous préparant à toute éventualité à la table des négociations, quelles que soient ces menaces, nous restons concentrés sur les intérêts de la nation iranienne. Quant aux menaces américaines, soyez assurés qu'en cas de moindre erreur de la part de l'autre partie, nous savons parfaitement comment réagir. Pour Téhéran, le statut juridique du détroit d'Ormuz garantit un droit de passage sans entrave et interdit toute taxe de transit unilatérale selon le droit international. La sécurité dans le détroit d'Ormuz et le golfe Persique est due à l'agression des États-Unis et du régime sioniste. Le Conseil de sécurité de l'ONU ne peut ignorer cette situation et accuser uniquement l'Iran de compromettre la sécurité de la région. C'est totalement inacceptable. Si l'Iran et Oman, en tant que deux pays côtiers bordant le détroit d'Ormuz, établissent des mécanismes internationalement reconnus pour assurer un passage sûr et sécurisé à travers le détroit, ce qui engendrera des coûts et internationalement acceptés en matière de perception de redevances. L'Iran a écarté toute hostilité envers ses voisins dans la région, appelant à la vigilance face aux complots étrangers visant à créer des divisions permanentes. Nous n'entretenons aucune hostilité envers aucun pays de la région. Nous sommes des voisins éternels avec tous les pays de la région, y compris les Émirats arabes unis. Nous appelons tous ces pays à la plus grande vigilance face au complot ourdi par des acteurs étrangers visant à semer la discorde et une division permanente entre les pays de la région. Ils devraient tirer les leçons des événements des 2 ou 3 derniers mois. Ils ont constaté que la présence militaire des États-Unis et du régime sioniste n'apporte pas la sécurité à la région. Et selon Reuters, le Pakistan a transmis hier soir aux États-Unis une proposition iranienne modifiée visant à mettre fin à la guerre dans la région. Citant une source pakistanaise au placé, l'agence de presse a rapporté ce lundi que Washington et Téhéran continuaient de modifier leurs conditions respectives, soulignant que le temps pressait pour combler les divergences entre les deux parties, un processus qui s'annonce particulièrement long.
Et pendant ce temps, la tension reste vive dans le détroit d'Ormuz. Selon le site de suivi du trafic maritime Tanker Trackers, 3 pétroliers vides sous le coup de sanctions américaines ont franchi ces derniers jours la ligne du blocus américain imposée par l'Iran pour entrer dans la zone qui leur est assignée afin d'y charger du pétrole. Hier soir, le site a précisé dans un communiqué que ces 3 navires avaient une capacité de transport totale de 1,9 million de barils de brut iranien, soulignant que l'un des navires était sous pavillon russe. Et 5 semaines après l'entrée en vigueur de cessez-le-feu fragile, la tension entre Washington et Téhéran ne retombe pas. Donald Trump a proféré hier de nouvelles menaces contre l'Iran, une pression militaire et économique qui se heurte à une résistance iranienne qui ne faiblit pas, elle. Nariman Zekar. Téhéran résiste et ses habitants le revendiquent haut et fort face aux nouvelles menaces de Donald Trump qui a réitéré dimanche son ultimatum à l'Iran, se plier ou subir les frappes. La rue téhéranaise répond par la fermeté, une fermeté qui n'est pas que symbolique. Je crois que ce que Trump dit, que ce soit sous forme de négociations ou de menaces, n'a d'autre but que d'affaiblir notre appareil diplomatique et nos forces armées. Nous devons nous y opposer fermement. Nous avons payé un lourd tribut, le sang de nos martyrs a coulé ici. Nous avons en effet consenti de nombreux sacrifices. En aucun cas, un compromis ne doit être fait avec lui. Sur le terrain, la situation reste bloquée. 5 semaines après le cessez-le-feu, les pourparlers sont suspendus. Chaque camp a rejeté les dernières propositions de l'autre. Les États-Unis maintiennent leur blocus naval sur les ports iraniens. On parle là de 81 navires commerciaux redirigés et 4 mis hors service depuis dimanche. L'Iran, de son côté, maintient la fermeture du détroit d'Ormuz par lequel transite environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole brut. Un bras de fer qui s'inscrit dans un contexte que Téhéran n'oublie pas, c'est l'entité sioniste avec le soutien américain qui a déclenché cette guerre. Une guerre qui a fait des milliers de victimes iraniennes avant même la suspension des attaques. Négocier n'a de sens que lorsque l'on s'adresse à une personne raisonnable et non à quelqu'un qui manque de stabilité mentale et émotionnelle. On parle à quelqu'un qui souhaite réellement dialoguer et comprendre ce que l'on dit, et non à quelqu'un qui refuse catégoriquement de parler. En plein milieu des négociations, nous avons été attaqués à 2 reprises. Des négociations ont eu lieu, un accord a été rédigé, puis ils se sont retirés. Quelle garantie avons-nous que la prochaine série de négociations sera différente, plus constructive ? Une méfiance qui repose sur des faits. En plein processus de négociation, l'Iran a été frappé à 2 reprises. Un accord a été rédigé, puis abandonné par Washington. Aujourd'hui, Téhéran conditionne toute reprise de pourparlers à la levée du blocus américain et au versement de réparations de guerre, ce que les États-Unis refusent. Et pour l'heure, aucune issue ne se profile à l'horizon. Et dans un entretien accordé au Washington Post, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a affirmé que son homologue américain Donald Trump savait qu'il s'opposait à une guerre contre l'Iran et qu'il condamnait le génocide en cours dans les territoires palestiniens occupés. Le président Lula a toutefois souligné que leurs divergences politiques n'empêchaient pas le maintien de relations officielles entre chefs d'État. Je vous en parlais en titre, l'agression de l'entité sioniste contre le Liban se poursuit. Un bombardement de l'entité sioniste a visé la résidence de Wael Abdel Halim, commandant du djihad islamique à Baalbek, dans l'est du Liban. Le raid a coûté la vie au dirigeant palestinien et à sa fille de 17 ans, tout en faisant plusieurs blessés. L'attaque s'inscrit dans une série de violations répétées du cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le mois d'avril. Cet assassinat a immédiatement provoqué de vives tensions et des manifestations de colère dans le camp de réfugiés palestiniens d'El Jalil.
En riposte à la violation de la trêve par l'entité sioniste, le mouvement libanais Hezbollah a affirmé ce lundi avoir visé par drone un objectif militaire dans le nord de la Palestine occupée, précisant qu'il s'agissait d'une plateforme du dôme de fer des forces de l'occupation dans un camp militaire. Violent aussi le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les hôpitaux de la bande de Gaza ont enregistré au cours des dernières 24 heures 6 martyrs et 40 blessés supplémentaires à la suite des attaques en cours. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 72 769 martyrs et 172 704 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et au moins un Palestinien est tombé en martyr ce lundi et plusieurs autres ont été blessés par des tirs des forces de l'occupation sioniste à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Selon le centre palestinien d'information, l'artillerie de l'occupation a ciblé les zones orientales et méridionales de la ville de Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. Ce bombardement a coïncidé avec des tirs provenant de vedettes de l'occupation en direction des côtes de la ville de Rafah. Les forces de l'occupation sioniste qui ont intercepté ce lundi au large de Chypre une nouvelle flottille pour Gaza, composée d'une 50aine de bateaux partis de Turquie la semaine dernière, selon les organisateurs. Il s'agit de la 3e tentative en un an de briser le siège sioniste imposé à Gaza, ravagé par l'agression génocidaire et confronté à de graves pénuries depuis le début octobre 2023. Je vous en parlais en titre, au milieu des décombres, les habitants de la bande de Gaza restent attachés à la vie. Ils continuent de célébrer des mariages avec l'art et la manière, sans négligence aucune. Des robes de mariée sont confectionnées à la main et exposées, non dans des vitrines, mais suspendues à des immeubles éventrés. Amal Amazian Zitouni. Une robe blanche au milieu des décombres. Autour de la destruction grise et sombre des débris qui représentent la fin d'un monde, jaillit l'espoir et la volonté de continuer à vivre malgré le désastre. Face à la flambée des prix de robes de mariée faute au siège imposé sur Gaza, les futurs mariés se tournent vers les robes remises à neuf, souvent raccommodées dans des ateliers locaux, comme cet atelier de couture à Khan Younes. Nous essayons de réutiliser les vieilles robes que nous avons. Nous les retouchons, les travaillons, les lavons, les arrangeons, les façonnons. Et bien sûr, nous avons commencé par travailler sur une machine à coudre actionnée par un vélo sans électricité. Voici le tissu que j'utilise pour les robes de mariée et les robes d'enfants. Avant la guerre, je l'achetais 120 ou 150 shekels. Aujourd'hui, je l'achète à 500 shekels. Shahed Fayez doit se marier dans 4 jours. Elle cherche désespérément une robe. Sa dot ne lui suffit plus pour couvrir les frais d'une simple robe blanche. Mon mariage est dans 4 jours. Cela fait presque 2 semaines que nous parcourons Gaza, boutique après boutique, et nous ne trouvons pas une seule robe convenable. Impossible de trouver une robe. Le style m'importe peu, l'important c'est qu'elle soit neuve, mais elles sont toutes usées, indignes de notre bonheur. La moins chère coûte $1000, voire plus, et nous n'avons que moins de $200. Notre dot ne suffit même pas à couvrir le prix d'une robe. C'est le premier mariage dans la famille. Il me faut une salle à 5000 shekels, une robe de mariée à 2000 shekels, en plus de beaucoup d'autres choses à acheter. Il faut un endroit pour les invités. La totale s'élève à environ 200 millions de shekels. Malgré les difficultés, certains couples trouvent des moyens de célébrer leur union dans des mariages collectifs organisés dans l'enclave, offrant un rare moment de joie au milieu de la dévastation.
Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre français de la Justice, accompagné de l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté. L'audience s'est déroulée en présence de Brahim Rad, ministre d'État chargé de l'inspection générale des services de l'État et des collectivités locales, d'Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, de Lotfi Boujma'a, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et d'Amar Abba, conseiller auprès du président algérien chargé des affaires diplomatiques. Auparavant, le ministre algérien de la Justice et garde des Sceaux, Lotfi Boujma'a, avait reçu son homologue français, Gérald Darmanin, et la délégation l'accompagnant. À cette occasion, une séance d'entretien bilatéraux s'est tenue en présence des membres des délégations des deux pays, au cours de laquelle les deux parties ont examiné l'état de la coopération bilatérale entre les ministères de la Justice des deux pays dans les domaines juridiques et judiciaires, ainsi que les voies et moyens de la consolider davantage. Cette séance d'entretien bilatéraux a été suivi d'une séance de travail regroupant les magistrats accompagnant le ministre français et leurs homologues algériens en vue d'examiner les dossiers bilatéraux liés à la coopération judiciaire. Moderniser l'agriculture, renforcer la souveraineté alimentaire et anticiper l'avenir. C'est sous ce slogan que s'est ouverte ce mardi à Alger la 24e édition du Salon international de l'agriculture, de l'élevage et des industries agroalimentaires CIPSA Filaha au Palais des Expositions, avec la participation de 850 expositions algériens et étrangers issus de 40 pays dont l'Égypte, le Niger et la Mauritanie. Maria Chouillard. Dès les premières heures de l'ouverture, les visiteurs ont afflué pour découvrir les différents pavillons consacrés à l'agriculture, à l'élevage, à l'agroalimentaire, ainsi qu'aux nouvelles technologies du secteur. Avec la participation de plusieurs pays africains, dont la Mauritanie invitée spéciale, le salon se veut un espace de coopération et de partenariat autour des enjeux agricoles du continent. Il pourrait y avoir une complémentarité totale entre nous et les frères mauritaniens, parce qu'ils possèdent des richesses et ils possèdent aussi une frontière avec nous, et nous pouvons collaborer énormément sur certaines mises en valeur, par exemple, sur certains points tels que la pêche. Ils sont très forts aussi dans l'élevage du cheptel. L'Algérie est un pays frère, est un pays voisin, donc nous participons depuis une dizaine d'années, depuis la naissance, je pense, de ce forum, à deux forums en Algérie, le forum d'Alger et le forum d'Oran. Les autorités de plus haut niveau, aussi bien en Algérie qu'en Mauritanie, travaillent à éliminer ces obstacles. Je pense que le mois dernier, ou il y a 2 mois, il y a eu la commission mixte algéro-mauritanienne qui a attribué des quotas de pêche pour les producteurs algériens. Placé sous le slogan « Moderniser l'agriculture, renforcer la souveraineté alimentaire et anticiper l'avenir », cette édition met l'accent sur les nouvelles technologies agricoles et l'amélioration de la production locale. Nous avons notre nouveau projet qui est à Ouergla. Nous nous lançons dans l'agriculture pour faire du sucre de betterave, comme ce sera un produit 100% algérien. À l'heure actuelle, nous avons déjà 27 pivots en activité et nous comptons terminer à 200 pivots d'ici, Inch'Allah, l'année prochaine. Autre innovation présentée lors de ce salon, des solutions dédiées au suivi et à la gestion post-récolte des fruits et légumes. L'objectif est de mieux préserver la qualité des produits après la récolte, dans un contexte où l'amélioration des rendements agricoles représente un enjeu commun pour l'Algérie et plusieurs autres pays africains. Dans le secteur agricole, nous intervenons essentiellement dans le calibrage des fruits et légumes, c'est-à-dire tout le produit qui a été ramassé dans les vergers arrive dans une station et après, on prend ce produit qui est brut et on va le calibrer, le laver, le ranger par même type de couleur, de diamètre. On va détecter avec de l'intelligence artificielle les défauts qu'il y a en surface des fruits. Et puis après, on va les amener et les poser automatiquement dans des caisses qui seront destinées après à la commercialisation.
Jusqu'au 21 mai, le Salon international de l'agriculture, de l'élevage et des industries agroalimentaires ambitionne de promouvoir les potentialités agricoles dont dispose l'Algérie et de permettre aux opérateurs nationaux de s'inspirer des expériences d'autres pays afin d'améliorer les rendements, valoriser le produit algérien, réduire la facture des importations et s'orienter vers l'exportation. Allez, on change de registre. L'Organisation mondiale de la santé a ouvert son assemblée annuelle à Genève en Suisse après avoir déclenché une alerte internationale face à une épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, et tandis que le monde surveille aussi un foyer d'hantavirus. Hier, j'ai déclaré une urgence de santé publique de portée internationale concernant l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo qui s'est déjà propagée en Ouganda. Dans le conflit russo-ukrainien, la Russie aurait frappé les villes ukrainiennes d'Odessa et Dnipro lors d'attaques de missiles et de drones qui ont endommagé des bâtiments résidentiels et blessé des dizaines de personnes. Les autorités russes ont signalé 2 morts lors de frappes de drones ukrainiens sur la Russie. L'Ukraine a accusé la Russie de bombardements justement contre les villes d'Odessa et de Dnipro. D'après l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé sur l'Ukraine 524 drones et 22 missiles dans la nuit de dimanche à lundi en riposte à une importante offensive de drones ukrainiens contre la Russie durant le week-end. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a rejeté l'accusation du président ukrainien selon laquelle la Russie tenterait d'entraîner la Biélorussie dans le conflit en Ukraine, qualifiant cela de nouvelle tentative d'incitation à la violence. Le processus de paix est actuellement suspendu. Nous espérons qu'il reprendra et que nos collègues américains poursuivront leurs efforts de médiation. Quant aux frappes de nos forces armées, elles ne visent que des cibles militaires ou quasi-militaires. Dans ce contexte, il convient également de rappeler les frappes continues menées par les forces armées ukrainiennes à l'aide de drones contre des installations et des infrastructures civiles dans diverses villes et localités russes. Par ailleurs, le Kremlin a affirmé ne cibler que les installations stratégiques tout en accusant l'Ukraine de frappes de drones sur ses infrastructures civiles. Pour la Russie, cela nuit gravement au processus de paix. Nous estimons qu'une telle déclaration ne nécessite aucun commentaire. Le Bélarus est notre allié. Nous formons un État de l'Union, mais le Bélarus est un pays souverain. Par conséquent, une telle déclaration n'est rien d'autre qu'une tentative de prolonger la guerre et d'attiser les tensions. Et je vous le disais en titre, à la veille de la visite officielle du président russe Vladimir Poutine en Chine, le Kremlin a fait part de grandes attentes, notamment en matière de renforcement de la coopération stratégique entre les 2 pays alliés. Nous avons de très grandes attentes concernant la visite de Poutine en Chine. Nos relations sont en effet extrêmement diversifiées. Outre la coopération commerciale et économique, nous développons activement notre dialogue dans le domaine de l'éducation. D'ailleurs, l'année russo-chinoise de la coopération dans l'éducation sera lancée. Nous renforçons également notre coopération dans le domaine de la médecine et de la culture, en fait dans tous les domaines possibles. Chaque nouvelle rencontre entre les dirigeants de nos 2 États donne un nouvel élan au développement et à l'élargissement de nos relations. Дополнительному такому созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений. Et c'est depuis Paris où se tient le sommet des ministres des Finances du G7 que le ministre ukrainien des Finances a appelé à de nouvelles sanctions contre la Russie, indiquant qu'il s'attendait à ce que le premier versement à l'Ukraine d'un prêt de l'Union européenne de 90 milliards d'euros convenu précédemment soit effectué début juin.
Il est impossible d'apaiser l'agresseur de manière à obtenir la levée des sanctions. Nous devons donc maintenir la pression sur la Russie afin d'imposer des sanctions supplémentaires. De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour détruire l'économie russe, notamment ses raffineries de pétrole et autres infrastructures qui contribuent à renforcer sa machine militaire. Dans l'as de l'actualité également, la Chine a fait part ce lundi de son opposition aux pays fournissant des plateformes aux activités qualifiées de séparatistes et indépendantistes taïwanaises après l'arrivée du ministre des Affaires étrangères de Taïwan en Suisse pour des événements en marge d'une réunion de l'OMS. Nous avons déjà affirmé la position solennelle de la Chine. Il n'existe qu'une seule Chine au monde. Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime représentant l'ensemble de la Chine. Les organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé doivent traiter la question relative à Taïwan conformément au principe d'une seule Chine. Il s'agit également d'un principe fondamental reconnu par la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies et la résolution 25.1 de l'Assemblée mondiale de la santé. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.